France Culture. Réplique la question de l'héritage avec Mélanie Plouvier et François-Xavier Bellamy. La fortune héritée représente en 2025 60% du patrimoine national. Au début des années 70, cette part n'était que de 35%. D'où l'idée très répandue que notre société n'est plus, comme elle le prétend, une méritocratie, mais une héritocratie. Pour le bénéfice des plus pauvres et de la collectivité tout entière, de plus en plus de voix s'élèvent pour mettre fin à cette injustice. Mais, comme le note la philosophe Mélanie Plouvier, dans un ouvrage précisément intitulé « L'injustice en héritage », l'impôt successoral est aujourd'hui décrié. Les sondages d'opinion le martèlent. L'impôt sur les successions est de tous les impôts le plus détesté par les Français. L'impopularité de la fiscalité successorale concerne toutes les classes sociales et pas seulement les classes aisées ayant des patrimoines à transmettre. C'est là un constat tout à fait surprenant. La fiscalité successorale est aussi détestée par les Français les moins favorisés de la population. À Mélanie Plouvier et à François-Xavier Bellamy, député européen et aussi philosophe, je voudrais d'abord demander comment ils expliquent ce paradoxe. Mélanie Plouvier. Il y a effectivement là un paradoxe, une surprise dans cette aversion largement partagée à l'égard de la fiscalité successorale. Alors, concernant les raisons pourquoi cet impôt est-il si décrié, je crois qu'il y a d'abord des effets de méconnaissance. Globalement, des études sociologiques l'ont montré, les inégalités de patrimoine sont sous-estimées par les Français. Et inversement, la fiscalité successorale est très largement surestimée. On agite très souvent ce chiffre quelque peu fantasmagorique de 45%. Les successions seraient taxées à hauteur de 45%. Ce 45%, c'est ce qu'on appelle le taux marginal supérieur. C'est simplement pour les transmissions au-dessus de 1,8 million et uniquement pour la partie qui dépasse ce seuil. Donc, on voit combien il y a, de ce point de vue, un imaginaire qui contribue à cette aversion à l'égard de la fiscalité successorale. Je crois aussi que compte énormément la manière dont la question est posée. Quand on pose la question « Êtes-vous pour plus d'impôts ?», il y a de bonnes chances que la réponse soit négative. Je crois que ce qu'il faut mettre en face des impôts, c'est ce à quoi ils servent, les usages. Et en face des impôts, il y a des biens publics, des services publics. Et je crois, c'est en tout cas le pari de ce livre, que à s'interroger sur les usages alternatifs qui pourraient être faits de l'héritage, c'est ce qu'aident à penser les auteurs du 19e siècle que j'ai étudiés. On pourrait, si ce n'est modifier, mais au moins quelque peu décaler cette aversion. En tout cas, je crois qu'on peut faire bouger les lignes. Oui, François-Xavier Bellamy, quel diagnostic faites-vous de ce que Mélanie Plouvier vient d'appeler cette aversion ? Je ne la trouve pas du tout surprenante, cette aversion. Nous ne sommes pas autour de cette table des avocats fiscalistes, donc je ne serai pas capable de parler de la technique fiscale, mais l'avantage du regard que nous pouvons porter sur la fiscalité, c'est peut-être justement d'en saisir la signification profonde. Personne n'aime être taxé, bien sûr. Personne n'aime devoir passer par la case de l'imposition. Ça n'est jamais une expérience agréable. Mais dans l'échelle de l'impopularité des impôts, il y a en effet une impopularité singulière de l'impôt sur les successions qui ne dépend pas de données, de faits, de chiffres. Vous l'avez très bien démontré et votre livre le montre de manière très efficace, mais qui me paraît être en réalité lié à une expérience anthropologique extraordinairement importante.
et qui d'ailleurs, d'une certaine manière, est l'occasion de porter un regard d'émerveillement sur la condition humaine. Le besoin le plus profond de l'âme humaine, c'est celui de pouvoir transmettre, de pouvoir s'inscrire dans une histoire longue. Et ce besoin, d'ailleurs, n'est pas une question de faits, de chiffres, de données, de rationalité économique. C'est un besoin anthropologique absolument instinctif, archaïque, j'allais dire d'une certaine manière, et qui peut même jouer contre les intérêts économiques des individus. Ce qui est bien le signe que l'impopularité de l'impôt sur les successions, j'y vois encore une fois quelque chose de magnifique. On pourrait penser que ce que les gens détestent le plus, c'est l'impôt sur leur consommation du moment, la TVA par exemple, ou bien l'impôt sur leur travail d'aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, mais non. C'est l'impôt sur les successions, même quand il n'est pas celui qui les frappe le plus ou qui les frappe du tout. Je prends un exemple tout simple qui m'avait beaucoup marqué, une conversation avec des viticulteurs d'un terroir extrêmement coté, qui voient se multiplier les opérations de prédation de fonds financiers, qui rachètent ces terres qui valent un prix fabuleux. Et l'angoisse de ces viticulteurs, c'était de pouvoir maintenir dans leur famille une terre qu'ils cultivent depuis des générations, même si d'un point de vue économique, cette opération était perdante. Il aurait été infiniment plus favorable du point de vue purement matériel de vendre ces terres pour en réaliser la valeur financière et ensuite ne plus rien faire et vivre une vie de loisir, une vie de rentier. Mais non, ils voulaient d'abord la transmettre à leurs enfants et de ce point de vue-là, l'impôt sur les successions était une question. Mais ce qui me paraît marquant, c'est que dans ce désir de transmettre, il y a un désir profond qui peut aller contre l'intérêt immédiat de l'individu et l'impopularité de l'impôt sur les successions. Le fait que cet impôt soit le plus impopulaire de tous me paraît d'abord être l'expression de cette inquiétude profonde. Mélanie Plouvier. Il y a quelque chose d'anthropologique dans cette expérience, voire même peut-être de métaphysique, ce moment particulier de la mort où se joue ce que l'on reçoit, le fait que l'on ne soit pas né d'hier, mais que l'on reçoive de ceux qui viennent avant nous. Je me permets de pointer 2 nuances. Ce besoin de transmettre, il peut s'exercer sans avoir pour nécessaire destinataire les seuls enfants. Vous parlez d'une transmission exclusivement au sein de la famille, et ce qui est assez fascinant dans les théories du 19e siècle que j'ai étudiées, c'est que précisément les théoriciens que j'ai étudiés travaillent à un élargissement des destinataires de la transmission. Et ce qui est vraiment bouleversant pour nous, nous avons un prisme familial de la transmission, ce qui est bouleversant quand on lit ces textes, c'est que pour eux, cet élargissement des destinataires est la condition d'une refondation de la transmission, d'un socle pour nos sociétés. Seconde nuance que j'apporterai, effectivement, il y a un besoin anthropologique de transmettre, mais l'exemple que vous avez donné l'illustre bien. Là, on parle de transmission au sein de gros patrimoines. Et vous avez intitulé l'émission « La question de l'héritage ». Si question il y a, c'est bien parce qu'il y a injustice. Parce que malheureusement, tout le monde ne transmet pas. Durkheim le dit d'une phrase que je trouve absolument sublime par son caractère synthétique. L'hérédité de la richesse implique comme contrepartie l'hérédité de la misère. Et il y en a bien quelques-uns qui reçoivent, à qui il est transmis, mais tant d'autres qui ne reçoivent pas. Mélanie Plouvier, vous citez un certain nombre d'auteurs, et c'est le grand agrément, la grande richesse de votre livre, qui, en effet, critiquaient l'héritage et le maintien de l'héritage par la Révolution française. Un reste de féodalité, disaient les Saint-Simoniens. Mais vous citez Fichte. Dès lors que quelqu'un sort du monde des phénomènes, il perd ses droits dans le monde. Donc, l'héritage, en fait, Fichte plaide pour le droit de chacun à hériter du bien de chaque mort. Ça, je trouve personnellement que c'est une étrange conception. D'ailleurs, Hegel critiquait Fichte, parce qu'il disait que l'héritage n'est pas une question de propriété, ça se pense à l'intérieur du droit de la famille. Mais surtout, je relisais en préparant cette émission les réflexions sur la Révolution de France de Burke, d'Edmund Burke. Et il dit à un moment donné que si on rompt justement le lien des générations, il n'y aurait plus aucun lien justement d'une génération à l'autre. Les hommes ne voudraient guère mieux que les mouches d'un été. C'est pour ça, je rejoins François-Xavier Bellamy, que le désir de transmettre est si fort, et effectivement, le désir de transmettre aux siens, c'est aussi ce qui peut donner une raison d'être à la vie, un sens à la vie. Je n'ai pas vécu pour rien, pour personne, ni pour une abstraction.
l'État, le groupement professionnel, etc. François-Xavier Bellamy. Je crois que c'est effectivement, au fond, derrière la question de l'héritage, derrière la question de la transmission, vous le disiez, cette question métaphysique, au fond, de ce qui se survit au-delà de la mort. Il y a quelque chose de fascinant dans le fait que pour les humains que nous sommes, la mort ne soit jamais devenue un phénomène ordinaire. C'est pourtant notre condition la plus certaine. Nous savons tous que nous sommes mortels. C'est le début de tous les syllogismes de lycée. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme et nous aussi. Donc nous sommes mortels, bien sûr. Mais le fait est que nous ne nous y sommes jamais habitués et que cette révolte de l'homme contre la mort, elle se traduit par la transmission. Et pas nécessairement par la transmission derrière la question de la richesse. Vous disiez que j'évoquais des gros patrimoines, mais en fait, pas du tout. Je parle là de cultivateurs qui héritent de familles qui ont été très longtemps très modestes et qui ont vu soudain le prix de leurs terres acquérir une valeur financière considérable, mais ils refusent de réaliser cette valeur financière. Ils refusent de les vendre parce que ce qu'ils veulent, c'est transmettre une mémoire, c'est transmettre un savoir-faire, c'est transmettre un certain amour du travail bien fait. Ils transmettent en réalité d'abord des soucis, des inquiétudes, d'abord la préoccupation qui se perpétue d'un certain geste de la main, d'une certaine manière de faire. Eux, contrairement à ces fonds financiers qui exploitent aujourd'hui beaucoup de terres viticoles dans certains de nos terroirs, ça ne les dérangera pas de faire de mauvaises années pourvu que la qualité du vin soit préservée. Ils ne veulent pas d'abord maximiser le profit. Et c'est, je crois, ce qui échappe à la question de la transmission quand on la regarde d'un point de vue purement comptable. Je ne crois pas que, pour reprendre le mot que vous citiez, que la transmission de l'hérédité, que l'hérédité du patrimoine implique l'hérédité de la misère. Je pense au contraire que vouloir rompre l'hérédité, c'est vouloir imposer une forme de misère humaine et de misère spirituelle à tous. Au fond, vouloir imposer cette espèce de rupture avec l'avenir. On décrit souvent le geste révolutionnaire comme un geste de rupture à l'égard du passé, mais Sloterdijk le décrivait dans Après nous le déluge comme paradoxalement plutôt un geste de rupture à l'égard du futur, de rupture à l'égard de l'avenir. Et je pense que dans cette contestation de l'héritage, il y a aussi une manière de vouloir arracher à l'homme cette possibilité de perpétuer quelque chose qui lui survivra, qui n'est pas d'abord une question matérielle, mais qui est d'abord un enjeu qui touche encore une fois à ce qu'il y a de plus profond en nous. Mélanie Plouvier. La transmission, dans le sens de l'héritage, effectivement, mêle des dimensions métaphysiques avec des intérêts matériels. Ça fait d'ailleurs la singularité de cette expérience anthropologique dont vous parlez. C'est-à-dire que, effectivement, à la perte d'un proche se mêle un ensemble d'intérêts, tel objet pour tel frère, tel autre pour telle sœur. Cet entremêlement étant tout à fait singulier et allant même jusqu'à dénaturer la souffrance en jeu. Et quand même, on idéalise ce moment, mais c'est aussi quand même un moment de déchirement pour pas mal de familles. Il faut aussi rappeler ça. Il y a eu toute une dramaturgie de l'héritage. Balzac se délecte dans la description de ces moments dramatiques en fait pour les familles où la fratrie se déchire pour quelques objets matériels. Et en un sens, cette grande expérience anthropologique peut être aussi une expérience très mesquine. Mais ça fait la singularité du moment, tout à la fois métaphysique, mais baigné d'intérêts matériels. La difficulté est la suivante, c'est que la distribution n'est pas égale. Bien évidemment que la solidarité intergénérationnelle est primordiale. Elle est le tissu de nos sociétés, il ne s'agit pas de le contester. La question qui est posée, c'est qu'il n'y a pas simplement un problème dans l'héritage, dans la question de l'héritage, il n'y a pas que le problème de la solidarité entre les générations, de ces liens entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants. Il y a aussi la question de l'équilibre de la distribution au sein d'une génération. Les chiffres, je suis désolée, oui, ce sont des chiffres et le spirituel n'y peut rien. Les chiffres existent. 50% de la population reçoit moins de 5% du patrimoine. C'est des chiffres qui sont là et on ne peut pas faire comme si l'héritage était une réalité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est faux dans l'expression une société d'héritiers. Tout le monde n'est pas héritier dans les sociétés d'héritiers. Certains le sont, mais la grande majorité ne l'est pas. Et donc, je pense qu'on ne peut pas méconnaître cette réalité. On ne peut pas méconnaître cette réalité. Mais avant de passer la parole à François-Xavier Bellamy, je voudrais vous demander, Mélanie Plouvier, si vous adhérez à cette réflexion de Durkheim, ce n'est pas à l'individu de déterminer préalablement à sa mort, par testament, ce qu'il adviendra de ses biens après sa mort, quand même. Le testament, c'est une manière pour l'individu de faire confiance aux autres, de s'en remettre à eux, pour parler comme Sartre. Et si on
destitue le testament, là, il y a quelque chose de terrible, enfin, qui peut faire peur. Bien sûr qu'il y a une vie après la mort à travers, justement, le testament. On ne peut pas le déchirer, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Sinon, c'est effectivement le lien entre les morts et les vivants qui est abîmé, qui est attaqué, qui menace d'être rompu. Mélanie Plouvier. Le droit français est régi par le principe de la réserve héréditaire. Je me permets de le préciser, ce qui, en fait, réduit singulièrement en France la part laissée à la liberté testamentaire. Aux États-Unis, les pratiques successorales sont régies par la liberté testamentaire, c'est-à-dire qu'un parent peut favoriser l'un de ses enfants, déshériter même un de ses enfants. En droit français, nous ne le pouvons pas. C'est la Révolution française qui a mis en place ce principe. Les enfants sont héritiers réservataires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils recevront nécessairement une part, par exemple dans la configuration d'une fratrie avec 2 enfants. Chacun des enfants ne peut pas recevoir moins d'un tiers du patrimoine. On voit là combien déjà le droit successoral encadre le devenir post-mortem des biens. La loi intervient pour déterminer la manière dont ça doit être distribué. On n'est pas dans une configuration de liberté testamentaire totale. Comme aux États-Unis. Il n'en reste pas moins que votre question finalement concerne le lien qu'il y a à établir ou le lien qui existe entre droit de propriété et ce qu'on appelle le droit de tester, le droit de faire des testaments. La question est de savoir si le pouvoir de détermination du propriétaire sur ses biens perdure après sa mort sous la forme du testament dans lequel il décide librement de ce que deviendront ses biens quand il ne sera plus là. Les révolutionnaires français étaient radicalement opposés à cette liberté testamentaire qui était l'instrument privilégié du droit d'aînesse sous l'Ancien Régime. Il y a des très belles phrases de Mirabeau qui dénoncent le despotisme parental à travers cette faculté par testament de favoriser l'un ou l'autre. Que l'on veuille perdurer pour après sa mort, je crois qu'effectivement, ça fait partie de cette expérience métaphysique ou anthropologique dont nous ne cessons de parler. Ce que dit très bien Mirabeau, c'est que le propriétaire, à sa mort, il n'est plus, il est poussière, il est sous terre. Et qu'en matière de pouvoir de détermination sur ses biens, ce serait accorder un pouvoir des morts sur les vivants. Et vraiment, les révolutionnaires ont voulu rompre avec cette logique. François-Xavier Lamy. Je me permets de revenir sur ce que disait Mélanie Plouvier à l'instant, sur le fait que l'héritage est certainement le moment où se condense en effet ce qu'il y a sans doute de plus beau dans la condition humaine et en même temps l'humain avec tout ce qu'il est, donc aussi ce qu'il y a de plus parfois médiocre, petit et surtout violent, parce que c'est aussi ce que montre un Marcel Mauss dans l'essai sur le don finalement. Le don, et l'héritage est un don, porte avec lui le lien humain le plus fondamental, et avec ce lien parfois une forme de grande violence. On reçoit un don, ça n'est pas la même chose qu'un échange marchand. On peut disposer très librement de ce que l'on a acheté soi-même, mais ce que l'on a reçu en cadeau porte avec soi une forme de force inexplicable que Mauss va chercher dans les populations mélanésiennes qui en portent encore la marque très explicite. Et ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, dans l'héritage, il y a aussi quelque chose de ça. Il peut y avoir une dimension pathologique de l'héritage. Il ne faut pas du tout, en effet, idéaliser cela. Du coup, ce qui est marquant, c'est de voir qu'avec cette dimension d'héritage, c'est vraiment quelque chose de la personne qui passe jusqu'à vous. D'ailleurs, là aussi, la valeur marchande manque cette dimension essentielle. Vous recevez un bijou de famille. Vous pouvez pas le vendre nécessairement, même s'il a une valeur importante, parce qu'il porte avec lui quelque chose d'une histoire. Vous héritez d'une entreprise familiale. Et là encore, j'ai eu la chance de le voir en travaillant sur cette question de la transmission, de rencontrer beaucoup d'entreprises familiales. Même si les entreprises familiales traversent des difficultés, etc., pour un héritier, c'est très difficile de se défaire d'une entreprise familiale ou de la liquider, parce que vous avez l'impression que vous êtes en train de défaire toute une histoire qui vous précède. Donc, il y a quelque chose aussi de douloureux et d'éprouvant dans l'héritage. Mais du coup, en comprenant tout ce que ça condense, la question que je voulais vous poser, parce qu'en lisant votre livre, ça m'a profondément marqué, est-ce qu'on peut contester l'héritage sans, à la fin, contester le principe même de la propriété privée? Le principe même que les biens que quelqu'un a acquis par l'effort et par le travail sont à lui. Cette espèce d'extension de soi sur le monde, qui est aussi une condition de la liberté d'une certaine manière. Parce que vous évoquez cette question de la redistribution et vous dites effectivement il y a une très grande inégalité dans la redistribution à travers l'héritage.
Et vous avez ce mot extraordinaire dans votre livre, vous dites, il ne s'agit pas de porter un projet de redistribution ou d'un héritage plus redistributif, mais il s'agit de proposer une nouvelle distribution. C'est-à-dire que d'une génération à une autre, on socialiserait l'héritage en réalité pour le distribuer à neuf d'une certaine manière. Est-ce que finalement cette révolte contre l'inégalité ne conduirait pas à la fin à abolir, parce que cette inégalité de distribution, elle se produit aussi par l'inégalité dans la rémunération du travail, par exemple, par les inégalités dans le fait que chacune de nos initiatives ou de nos entreprises n'est pas payée du même succès. Et donc, est-ce qu'à la fin, il ne s'agirait pas finalement de revenir sur ce principe même ? Moi, j'ai le sentiment profond, pour le dire en une phrase, que oui, nous vivons aujourd'hui une société d'une très grande injustice et surtout que nous vivons déjà les conséquences d'un appauvrissement réel de notre propre pays, de notre société, un appauvrissement qui est payé de manière de plus en plus douloureuse, notamment par les classes moyennes et les classes populaires. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ça n'est pas, à force de vouloir produire de l'égalité de manière exacte et absolue, que nous avons enclenché cette spirale de l'appauvrissement? C'est en tous les cas, derrière cette question de l'héritage, une question bien plus large, je crois, qui se pose en réalité. Mélanie Plouvier. Merci beaucoup pour votre lecture et pour cette question. Donc la question est de savoir si, en touchant à l'héritage, on ne touche pas plus massivement à la propriété privée jusque dans ses principes. Ce qui est assez fascinant dans les auteurs que j'ai exhumés dans ce long 19e siècle qui va de la Révolution française à la Première Guerre mondiale, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'ils ne sont pas contre la propriété individuelle. Ce ne sont pas les auteurs que j'ai étudiés, Fichte, les Saint-Simoniens, antérieurement Mirabeau, Pétion de Villeneuve, Robespierre, plus tardivement Durkheim. Ces auteurs ne sont pas pour un quelconque collectivisme, ils ne sont pas même pour l'étatisation de l'héritage. Ce sont des auteurs qui réduisent, mais en même temps fondent, la propriété privée au temps de vie de l'individu. Ils sont respectueux de la propriété privée en tant qu'elle est un moteur économique, en tant qu'elle le permet, même métaphysiquement, anthropologiquement, l'accomplissement de l'individu. Il ne s'agit pas de déposséder. Il ne s'agit pas de déposséder, mais pour les Saint-Simoniens, vous l'écrivez, la propriété individuelle est une concession de la propriété sociale le temps d'une vie. Et effectivement, si la propriété privée, et selon la formule que je trouve, là encore, géniale de Durkheim. Durkheim nous dit, la propriété individuelle, c'est la propriété qui commence et qui finit avec l'individu. Pourquoi cette citation est perturbante ? Parce que, à la fois, elle nous déstabilise, en mettant un terme à la propriété avec la mort, ça nous déstabilise, et en même temps, c'est une définition qui semble quasiment un truisme, la propriété individuelle et la propriété qui commence et finit avec l'individu. Alors, une fois dit que le droit de propriété ne perdure pas quand nous sommes poussière. Il ne perdure pas sous la forme d'un droit de tester. Une fois dit ça, la question est de savoir que devient la propriété individuelle quand l'individu n'est plus. Ce que les auteurs que j'ai étudiés disent, c'est que c'est à ce moment-là qu'il faut une réflexion collective, des institutions démocratiques permettant de décider collectivement du devenir post-mortem des biens. Alors effectivement, chez les Saint-Simoniens, ça prend le nom de propriété sociale. Il y a une socialisation qui, selon eux, doit s'opérer à la mort. Mais ce qui est fascinant, prenez la proposition du chef de file des Saint-Simoniens, Prosper Enfantin. On est dans les années 1830. Il propose que, à la mort, les biens des individus aillent à une banque publique d'investissement à laquelle il donne une échelle communale. Mais ce n'est pas cette banque publique d'investissement qui va gérer elle-même les biens. C'est cette banque publique d'investissement qui va décider des individus les plus compétents pour continuer ensuite de gérer les biens. Alors, ça peut choquer. Je vois vos regards. Ça peut choquer. Il n'en reste pas moins que, réfléchissons 2 secondes. Ce que les Saint-Simoniens nous invitent à faire, finalement, c'est interroger ce que nous n'interrogeons pas. Dans la séquence transmission familiale du patrimoine, nous ne posons aucune question, les biens vont des parents aux enfants. Ce que les Saint-Simoniens font, c'est ils mettent un point d'interrogation. Ils disent « réfléchissons. Est-ce que les enfants seront les plus compétents pour poursuivre l'entreprise, l'activité parentale. Et ce qu'ils proposent, c'est de substituer, ce sont leurs termes, au principe d'hérédité, le principe de capacité. Il s'agit de déterminer les individus qui pourront le mieux
continuer l'activité économique. Et il y a un véritable souci chez eux, c'était des partisans de l'industrialisme. Le problème qu'ils affrontent, c'est celui de la perturbation possible de l'activité économique face à l'aléa que constitue la mort. Je donne tout de suite la parole à François-Xavier Bellamy, mais si j'avais l'air de faire la tête, Mélanie Plouvier, c'est à l'idée qu'effectivement la propriété individuelle cesse avec la mort de l'individu, parce que pour moi la civilisation, c'est malgré tout, tient tout entière dans l'idée d'une vie après la mort. Une vie après la mort. Mais bon, c'est une parenthèse. La vie, c'est une chose, les biens, c'en est une autre. D'accord, vous avez raison. François-Xavier Bellamy, excusez-moi. Non, pas du tout. Au contraire, c'est passionnant parce qu'on voit bien à quel point on touche à ce qu'il y a d'essentiel en réalité. Derrière cette question, finalement, qui pourrait paraître technique, il y a des enjeux qui sont absolument cruciaux. Moi, cette réflexion des Saint-Simoniens que je ne connaissais pas, Prosper Enfantin, je l'ai découvert grâce à vous. Et en vous écoutant, je pense, à propos de Prosper Enfantin, à ce que Pascal disait dans les pensées des demi-habiles. Qui va être le plus compétent pour pouvoir assurer la succession économique? À ce moment-là, c'est la question que Pascal se pose sur la transmission du pouvoir. À ce moment-là, au moment où c'est une sorte de défense raisonnée de la transmission héréditaire du pouvoir que Pascal propose, qui est évidemment sur le plan politique, mais qui interroge aussi cette question que Prosper Enfantin évoque. Tous diront qu'il mérite. Nous donnerons le pouvoir à celui qui mérite, mais tous diront qu'il mérite, et nous voilà un continent aux mains. Disons donc que ce sera le premier fils de la reine, cela est incontestable. Voilà. Et finalement, Pascal voit dans la figure du demi-habile celui qui a compris que le premier fils de la reine n'est pas forcément le plus intelligent, le plus vertueux, le meilleur, c'est certain, mais qui n'a pas encore compris que nous avions besoin de quelque chose d'incontestable. Évidemment, nous avons réformé la manière de répartir le pouvoir, et heureusement, la discussion démocratique est une manière d'organiser la conversation civique sur cette question-là. Mais il y a dans la transmission de l'héritage quelque chose qui échappe à la seule question de la compétence. Et le lien des parents aux enfants est un lien qui est bien plus essentiel que celui de la compétence technique ou de la compétence économique pour gérer le capital qui se transmet. Et donc, il me semble qu'il y a là quelque chose qui, là encore, effectivement, méprise cette aspiration profonde de la condition humaine. Dans le mot de Durkheim que vous citiez, je vois le point de jonction paradoxal entre cette passion de la socialisation des biens économiques à travers le socialisme ou ce que le communisme a pu vouloir susciter, y compris d'ailleurs de manière très, très matérielle, et puis de l'autre côté, une forme d'individualisme massif. Et d'ailleurs, la première conséquence de la suppression de l'héritage serait cet individualisme dans les comportements économiques. Ce serait probablement une très très forte fragilisation du réflexe de l'épargne et de l'investissement par l'épargne. Ce serait une très forte pulsion vers la consommation immédiate, parce que si le bien pour lequel je travaille devait être demain retiré à ceux qui me succéderont, à mes enfants, à ma famille, alors dans ce cas-là, je dépense. Peut-être un des aspects pathologiques de la société d'aujourd'hui, je vais dépenser tout de suite maintenant, dans l'immédiat, pour ne pas en perdre le bénéfice le plus direct. Si aujourd'hui les gens épargnent massivement en France, c'est aussi d'abord parce qu'ils réfléchissent au temps long. Mélanie Plouvier. Alors, j'étais tout à fait surprise de vous entendre défendre avec Pascal la transmission héréditaire du pouvoir politique, mais vous avez nuancé. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que ces deux questions ne sont pas sans lien. Et très longtemps, la transmission héréditaire du pouvoir politique s'est adossé sur la transmission héréditaire des biens. C'est le cas du fief. Le seigneur, dans le fief, tout à la fois transmettait le nom, transmettait les biens, transmettait le pouvoir politique. Et c'est la Révolution française qui a opéré cette disjonction entre transmission du pouvoir politique et transmission du pouvoir économique en abolissant la féodalité. Je reviens à ce que vous disiez sur l'héritage n'est pas qu'une affaire de compétences. Bien évidemment, il faut quand même dire que dans la transmission d'entreprises familiales, il y a aussi la question de la compétence des héritiers qui vont reprendre l'entreprise, que c'était réduire, si je résume ce que vous avez dit, c'est réduire la question à une question exclusivement marchande que de la prendre par ce jour. Et il ne s'agit pas de désigner, de réduire l'héritier au plus compétent. De ce point de vue-là, je voudrais vous continuer à creuser la piste esquissée par les Saint-Simoniens et telle qu'elle a été reprise par Auguste Comte, grand lecteur des contre-révolutionnaires français, que vous citiez. Je citais un anglais. Vous citiez un anglais, mais qui a été ensuite repris par Bonald, oui. Et Comte a très largement lu Bonald et s'est inspiré de Bonald.
Auguste Comte reprend la proposition sur certains aspects des Saint-Simoniens en proposant que celui qui hérite soit le plus compétent. Et il propose comme dispositif pour cela la liberté testamentaire, la capacité de l'individu à choisir, à déterminer qui sera le plus compétent. Et ce plus compétent n'est pas nécessairement les enfants. Sauf qu'il met en place tout un dispositif pour accompagner cela. On est dans le cadre de la sociologie kantienne et ce qu'il invente, je trouve cette question absolument passionnante. Il décale l'âge de la transmission de la mort vers la retraite. Finalement, ce que nous avons à transmettre, effectivement, ce sont des savoir-faire. Ce sont des compétences accumulées au fil d'une vie de travail. Et ce que propose Auguste Comte, c'est, à travers ce qu'il appelle la cérémonie de la retraite, c'est que l'individu annonce publiquement le successeur qu'il a désigné, et ce successeur, vous dites que finalement tout le monde va se déclarer compétent à accomplir la tâche. Ce que propose Auguste Comte, c'est qu'il y ait une période de 7 ans pendant laquelle celui qui va partir à la retraite prépare plusieurs successeurs et le jour de la cérémonie de la retraite choisissent celui qui s'est avéré le plus compétent. Ne caricaturons pas, je ne dis pas qu'il faut appliquer ça tel quel aujourd'hui, mais simplement qu'est-ce que ça nous donne à voir ? Ça nous donne à voir que ce besoin de transmission dont vous parlez, il pourrait aussi s'exercer autrement. Il pourrait, et vous voyez le sort qu'on réserve aux seniors dans les entreprises, mais quel dommage, quel gâchis. Ce sont des gens qui savent, qui ont accumulé de l'expérience et qui ont à transmettre ce savoir. Ce que pensent mes auteurs du 19e siècle, c'est que finalement ce que nous avons à transmettre le plus, c'est pas forcément des biens matériels, ce sont des savoir-faire accumulés au cours d'une vie, et que ça se joue aussi dans l'acte de transmission. François-Xavier Bellamy, vous voulez réagir à Auguste Comte ? Peut-être un tout petit point pour dire que je ne crois pas que la disjonction de la transmission du pouvoir et de la transmission de l'héritage ait été accomplie par la Révolution française. Typiquement, par exemple, on la voit déjà à l'œuvre chez Pascal, que je citais, dans les 3 discours sur la condition des grands. Pascal, précisément, montre que hériter du pouvoir, à l'époque, le pouvoir effectivement s'hérite, ça n'est pas hériter d'une possession, et qu'on ne possède pas le pouvoir que l'on reçoit. C'est ce qu'il essaye d'enseigner à ces jeunes de familles aristocratiques dont il est chargé de faire l'éducation. Il veut leur dire qu'ils ne doivent pas attribuer à leur propre mérite, ni regarder comme leur possession propre le pouvoir qu'ils reçoivent. Je crois que cette disjonction était de ce point de vue déjà à l'œuvre. Vous parliez de la question de l'âge de la transmission. Là, je crois qu'effectivement, il y a une question qui ne peut qu'être ouverte aujourd'hui, parce que l'allongement de la durée de la vie a aussi modifié le sens de l'héritage, et que là, il y a une vraie question politique qui se pose, et je partage totalement ce que vous avez exprimé. Quand on a un âge moyen de l'héritage qui fait que les gens qui héritent sont déjà à la retraite, l'héritage n'est plus un moyen de se lancer dans la vie, de construire sa vie. C'est finalement quelque chose qui se transmet d'une génération d'aînés à une génération déjà avancée dans l'existence. Et ça, c'est une vraie question, en effet. Alors, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, Mélanie Plouvier, avec l'allègement de l'espérance de vie, le patrimoine se concentre de plus en plus dans la poche des seniors. Plus de 6 ménages qui héritent sur 10 ont plus de 60 ans. Un âge où on préfère thésauriser plutôt qu'investir. Et vous citez Thomas Piketty, qui n'y va jamais avec le dos de la cuillère. Il dit ceci, il propose un héritage minimal pour tous, versé à l'âge de 25 ans et qui s'élèverait à 120 000 euros. Le reste irait dans les caisses de l'État qui, vous le dites, en a bien besoin à l'âge du creusement des déficits, de la crise climatique, de l'écologie, etc. Alors, que pensez-vous de cette proposition ? Je demanderai à Thomas Piketty. Et ensuite, nous parlerons de l'autre héritage, c'est-à-dire le patrimoine culturel qui fait le sujet du livre de François-Xavier Bellamy, précisément intitulé « Les déshérités ». Mais répondez d'abord. Effectivement, je crois que nous sommes d'accord sur ce constat démographique qui est un fait nouveau, qui singularise la question de l'héritage aujourd'hui par rapport à la manière dont elle se posait au XIXe siècle. Vous l'avez dit, l'âge moyen auquel on hérite aujourd'hui en pleine propriété, c'est 60 ans. Mesurer l'allongement en 1820, l'âge moyen, c'était 25 ans.
Songez au personnage de Balzac. L'héritier, c'est le jeune aristocrate qui reçoit le patrimoine parental, et le risque, c'est le risque de dilapider. Aujourd'hui, effectivement, la configuration je crois que nos représentations ne se sont pas encore ajustées à cette réalité démographique. Aujourd'hui, ce sont des seniors qui héritent. J'ai appelé ça la seniorisation de l'héritage, et ça pose tout un ensemble de problèmes. Les problèmes des usages qui sont faits de l'héritage. Vous avez mentionné la thésaurisation. André Masson pointe combien les investissements qui sont faits par les seniors sont des investissements de court terme, alors qu'on a besoin d'investissements de long terme. Je crois aussi effectivement que ça interroge les justifications de l'héritage. Ce n'est plus un point de départ. Quand on songe à la transmission du patrimoine, on se représente nos enfants comme des jeunes adultes, et non, nos enfants vont hériter de nous à 60 ans, et ça change tout. C'est plus un point de départ, et les justifications même sont par là même différentes. Alors après, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait face à cette réalité démographique. Alors Thomas Piketty propose une dotation en capital pour tout jeune adulte, qui serait un moyen de prendre en compte cette réalité démographique, puisque finalement c'est là vraiment le mouvement irait vers la jeunesse, le moment de l'accession à la majorité, en conférant à tout un chacun un capital. Alors incontestablement, cette proposition participe d'une égalité des chances. En même temps, c'est vrai qu'elle confie à chaque individu son destin patrimonial en le dotant d'un capital, et après advienne que pourra, chacun s'exprime le jeu de la concurrence des capitaux. De ce point de vue, je trouve que la solution de Piketty est beaucoup plus individualiste que celle de Durkheim. Vous disiez, Monsieur Bellamy, que la solution de Durkheim finalement allait vers un individualisme massif. Je ne suis pas du tout d'accord. Au contraire, ce qu'il propose, c'est de substituer à un communisme familial. C'est ça qui est lumineux dans son analyse. Il montre combien l'héritage est un archaïsme de communisme familial. C'est un reste de communauté, mais communauté de la famille, au sein du régime libéral de la propriété privée. Mais pour autant, Durkheim n'est pas un individualiste forcené. Il n'est pas pour le règne complet du marchand et de l'individu. Ce qu'il propose, c'est de substituer à ce communisme familial un communisme plus élargi. Et ce qui est fascinant dans les propositions du 19e siècle, c'est que communisme, ça fait peur, mais en gros, il parle des communautés de travail. Il propose que l'héritage soit transféré au groupement professionnel. Bien, alors François-Xavier Bellamy, vous répondez sur ce point, et on passe à l'autre héritage tout de suite. Ce que je disais précisément, c'est que la perspective de Durkheim a ceci de fascinant qu'elle opère la convergence entre une forme de communisme, en effet, et d'individualisme radical, pas tant dans la solution que dans la vision qu'il porte de l'homme. C'est-à-dire que la propriété commence et finit avec la vie de l'individu. Donc l'individu est une sorte de totalité close sur elle-même, dont l'existence singulière n'ouvre à aucune relation qui se prolongerait. Au-delà de cette socialisation qu'il propose, qui est évidemment une sorte de destination sociale de l'individu. Mais ce qui est frappant, c'est on trouve d'ailleurs aujourd'hui dans un certain discours, je dirais même pas d'ailleurs libéral, mais dans un certain discours radicalement individualiste, l'idée que il faudrait abolir l'héritage aussi au nom du fait que l'individu est responsable pour lui-même, que des gens qui ont fait des très grandes fortunes se refusent à les transmettre parce que leurs enfants vont devoir se débrouiller après eux. Voilà, exactement, c'est des figures qui sont connues. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans cette perspective de Durkheim, que la propriété commence et meurt avec l'individu. Alors, venons-en donc à l'autre héritage, parce que c'est Bourdieu que vous commentez longuement dans votre livre Les Déshérités, François-Xavier Bellamy, qui dit « Le capital culturel se transmet comme tous les patrimoines dans l'espace fermé des lignées, des familles, des milieux sociaux. » Mais justement, la République a dit que ça ne devait plus se faire dans l'espace fermé des familles, l'école, l'égalité des chances. Bourdieu écrit « Les héritiers ». Il dit « L'égalité des chances est un leurre ». Ce sont les héritiers, effectivement, ceux qui ont déjà ce capital culturel, ceux qui connaissent les codes, comme on dit, qui sont récompensés à l'école. Et là, Bourdieu hésitait dans les héritiers. Est-ce qu'il faut continuer dans la voie de l'égalité des chances en trouvant un meilleur type d'enseignant? Et puis ensuite, il a radicalisé son propos avec Jean Coude-Passeron pour dire qu'en fait, la culture ne sert qu'à différencier, à hiérarchiser, à reconnaître. Elle permet de reproduire et de légitimer les rapports de domination. Elle n'est rien d'autre qu'un arbitraire culturel. Donc, il faut la mettre hors d'état de nuire. Et ainsi, au lieu de faire de tous des héritiers, l'école, très culpabilisée par Bourdieu, en est venue à déshériter tout le monde. N'est-ce pas ce que vous regrettez
amèrement dans le livre que vous avez écrit, alors que vous étiez encore professeur de philosophie, François-Xavier Bellamy. C'est exactement ce que j'ai tenté de montrer, en effet. D'abord, l'œuvre de Bourdieu a eu une influence majeure sur notre système éducatif. En 1964, dans Les Héritiers, Bourdieu et Passeron s'attaquent d'une manière très déterminée à la mythologie de notre système scolaire, celui de l'égalité des chances, celui de l'égalité républicaine, de la promesse républicaine. Et ils le font en dénonçant les fictions de la nuit du 4 août. L'abolition des privilèges n'a pas eu lieu, dit Bourdieu, et il le montre d'une manière très statistique, en démontrant que aujourd'hui, les enfants des familles les plus favorisées ont beaucoup plus de chances de rester du côté des élites, même quand leurs familles connaissent un accident économique. C'est-à-dire que quand le capital économique disparaît dans une famille par un accident industriel, mauvais investissement, etc., dans une famille fortunée, au sens classiquement marxiste du terme, une famille qui a perdu la totalité de son capital économique devrait se retrouver du côté du prolétariat. Or, ça n'est pas le cas. Quand le capital économique a été même totalement dilapidé, cette famille reste du côté des élites et elle reconstitue rapidement le capital économique qui avait été perdu. Et ce que Bourdieu montre, c'est que ce qui permet cela, c'est le capital culturel. D'ailleurs, la grande victoire de Bourdieu est que nous ayons tous adopté cette expression de capital culturel qui est rentrée dans le langage commun alors qu'elle n'a rien d'une évidence. La culture est une dimension du capital. Et vous l'avez très bien dit, dans la distinction, Bourdieu et Passeron font l'affirmation que la culture n'est rien d'autre que de la violence sociale. Ça n'est rien d'autre qu'une manière de se distinguer, de se montrer comme appartenant à l'élite ou de ne pas y parvenir, en faisant des distinctions, de se faire reconnaître des siens dans un espace social qui est entièrement un espace de violence sociale. Moi, je crois qu'en réalité, cette dénonciation de l'héritage culturel a produit les déshérités que nous voyons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui le système scolaire le plus inégalitaire de tout l'OCDE. Et pourquoi ? Précisément parce que notre système scolaire s'est finalement organisé autour de cette dénonciation de l'héritage culturel, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il s'est retourné contre lui-même, au sens littéral du terme, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons tant de difficultés à transmettre les savoirs les plus fondamentaux. Ça ne vient pas de problèmes de méthode, de technique, de moyens. Bien sûr, il y a des problèmes de cette nature, mais ça vient d'abord d'un problème de fond qui est que nous ne croyons plus en cette mission. Et ce faisant, nous avons le système le plus inégalitaire de tous, puisque si on ne reçoit pas de sa famille ou de son environnement social les connaissances les plus élémentaires pour déployer sa propre existence, pour rentrer finalement dans la conquête de sa propre liberté, eh bien ce n'est plus malheureusement de l'école qu'on les reçoit. Oui. Et c'était la question que je posais tout à l'heure. Je crois que paradoxalement, la critique de l'héritage fabrique des déshérités. Je crois qu'en réalité, à force d'une lutte déterminée contre toute espèce d'inégalité, on organise paradoxalement et avec les meilleures intentions du monde, sans aucun doute, les plus grandes des injustices. Mélanie Plouvier. Je crois que Bourdieu, vous l'avez rappelé, il écrit Les Héritiers en 1964. On est à un moment où on a même appelé ce moment société de fin de l'héritage. C'est-à-dire qu'effectivement, on était à un moment où la transmission du capital économique pesait moins dans la constitution des patrimoines. Et c'est depuis les années 1970 que ce poids ne cesse de croître. Le mérite de Bourdieu et Passeron, c'est d'avoir montré combien la reproduction sociale ne se jouait pas uniquement à travers la transmission héréditaire du capital économique. C'était tout le sens de cette disjonction entre capital économique et capital scolaire, culturel, symbolique. Et que donc, il y avait des mécanismes de reproduction sociale passant par la transmission familiale d'autres types de capitaux. Je crois que la configuration économique a aujourd'hui changé. On assiste à un retour de l'héritage, le diagnostic est assez largement partagé, et que de ce point de vue, effectivement, cette distinction, ou plus exactement, le fait d'appréhender le scolaire, le symbolique, le culturel, par seul prisme du capital, n'est pas aujourd'hui sans poser problème. Et je suis d'accord avec vous, on ne peut pas accuser l'école de tout. Je suis moi-même enseignante. Nous œuvrons tant que faire se peut pour que tout à chacun puisse parvenir. Nous continuons de croire, de ce point de vue-là, nous, enseignants, en la capacité à ce que chacun puisse réussir, que l'école puisse apporter les conditions de son autonomie individuelle. Mais précisément, le problème est le suivant. C'est le retour de l'héritage, le problème. Qu'est-ce que je dis à mes étudiants quand ils voient combien, par leurs études, quel que soit le caractère brillant de leurs études, quels que soient les diplômes qu'ils ont acquis, quel que soit l'effort qu'ils vont déployer dans leur carrière, ils ne parviendront pas aux positions patrimoniales qui sont celles des héritiers. Qu'est-ce que je leur dis ? C'est ça le problème aujourd'hui. Mais d'un autre côté,
même à l'école, il y a un combat, vous l'avez dit François-Xavier de Bellamy, contre l'héritage lui-même. Vous parlez du concours de Sciences Po qui, en 2011, a supprimé l'épreuve de culture générale et remplacé par un entretien de personnalité permettant d'évaluer la motivation du candidat, son ouverture d'esprit, son goût pour l'innovation, sa curiosité intellectuelle, son esprit critique. L'esprit critique, enfin, il faut d'abord recevoir sa capacité à développer une réflexion personnelle. Alors Sciences Po est en train de changer, d'ailleurs, ça, il faut quand même le remarquer. Oui, François, c'est ce qui était le plus intéressant dans la suppression de cette épreuve de culture générale, c'est que le motif de cette suppression, c'est que la culture est discriminatoire. Voilà, c'était le motif revendiqué. Et je crois que c'est ça qui me paraît le plus marquant, en effet, dans cette critique de l'héritage culturel, c'est que on y a vu avec Bourdieu et Passeron ce qui était la clé de la discrimination. Et d'ailleurs, on nous a expliqué à nous, professeurs, moi j'ai commencé à travailler sur cette question quand j'ai vécu l'expérience de ma propre formation d'enseignant à l'IUFM, où on nous expliquait que nous étions les grands organisateurs de cette discrimination. Et que la notation, par exemple, qui est toujours aujourd'hui l'occasion d'un débat très vif, était l'occasion de cette reproduction et de cette légitimation des inégalités. Parce que dans l'Ancien Régime, quand vous étiez fils d'aristocrate, vous restiez aristocrate, mais c'était d'une manière explicite que l'inégalité était organisée. Aujourd'hui, quand vous êtes en effet fils de médecin, vous avez plus de chances d'être médecin, d'accéder à une profession intellectuelle supérieure, mais on expliquera que c'est parce que vous avez bien travaillé à l'école. Donc d'une certaine manière, la violence de l'école, c'est de transformer en mérite ce qui n'est que de l'arbitraire. Et ça, c'est ce qu'on nous expliquait comme professeur. Donc en fait, on nous a appris à regarder notre métier avec ce soupçon qui a fini par produire ce qu'il dénonçait. Ma conviction profonde, c'est que le travail de Bourdieu et de Passeron, la manière dont ce travail a été reçu, a produit l'école qu'il dénonçait. Nous n'avons jamais eu une école aussi inégalitaire. Et Bourdieu, qui lui-même était l'enfant d'un paysan béarnais et qui était arrivé à l'école normale supérieure, et au collège de France, sans doute, a retiré derrière lui l'échelle sur laquelle il était monté. Aujourd'hui, ces destins-là n'existent plus, précisément parce que, au nom du fait que la culture est discriminatoire, autre exemple, on a retiré l'enseignement des lettres classiques à tous les élèves du public, ou quasiment de facto retiré. C'était Najat Vallaud-Belkacem, c'était la gauche qui voulait rétablir l'égalité. Mais ce faisant, vous avez encore une chance d'accéder à ces savoirs si vous grandissez dans des familles intellectuellement, culturellement, socialement favorisées. Mais si vous êtes de familles issues de l'immigration, si vous êtes de familles modestes, si vous êtes de familles précaires, vous n'avez plus aucune chance d'accéder à cette connaissance. Et donc on a organisé l'injustice au motif qu'on cherchait à la dénoncer. Alors, la chasse aux discriminations, ça me fait penser à cette citation d'Éric Chuvillard qui figure en épigraphe du livre de Renaud Camus, Les Inhéritiers. La découverte d'un nouveau cas d'enfant civilisé a vivement ému l'opinion. Les services sociaux ont reçu un signalement de voisins choqués par les bonnes manières de ce garçonnet de 10 ans qui se trouve aujourd'hui dans un état lamentable. Il parle avec aisance 4 langues, connaît le grec et le latin, joue du violon, du piano, touche même du clavecin, il s'exprime avec raffinement et distingue sans coup férir un Titien d'un Tintoret. L'enfant est immédiatement retiré à sa famille et placé dans un foyer. Ses parents devraient être mis en examen dans la soirée. Voilà. Donc, mais c'est vrai, l'idée de culture discriminatoire, ça doit vous poser un problème, à vous qui êtes professeur. Pour finir, Mélanie Plouvier. Je crois quand même que un des mérites de l'analyse de Bourdieu et de Passeron, c'est d'avoir montré les disjonctions possibles entre détention du capital économique et détention du capital culturel scolaire. Et de ce point de vue, tous les capitaux ne sont pas concentrés entre les mêmes mains. Et je reviens à ce que je disais. Ils ont écrit dans un contexte particulier qui n'est plus le nôtre. Nous sommes dans une société de retour de l'héritage, c'est-à-dire dans des sociétés dans lesquelles la transmission héréditaire du pouvoir économique pèse de plus en plus. Et il ne saurait être question, à l'inverse, d'accuser aussi l'école de tous les maux, en considérant que finalement, on ne peut plus produire de la culture au sein de l'école, etc. Je crois que, quand même, il faut revenir au bon sens. L'héritage, aujourd'hui, le poids retrouvé de l'héritage nuit très fortement à l'idéal méritocratique.
Votre conclusion, François-Xavier Bellamy, brièvement. En un mot, il me semble que la meilleure manière de répondre aux inégalités de transmission patrimoniale et matérielle, c'est précisément l'école. En ce sens que la différence entre l'héritage culturel et l'héritage matériel, c'est que quand vous transmettez un héritage matériel, vous le divisez à mesure que vous le transmettez, d'où la difficulté que vous évoquiez tout à l'heure. Quand vous transmettez l'héritage culturel, la merveille de cette opération, la merveille de l'aventure éducative, c'est que vous multipliez ce que vous transmettez. Vous ne perdez pas ce qui est transmis, vous ne le divisez pas. Et il me semble qu'aujourd'hui, la clé, c'est de reconstruire une école qui permette à chaque enfant de pouvoir, quelle que soit l'origine de sa famille, ses conditions sociales, de pouvoir recevoir le meilleur pour écrire sa propre vie. Et je crois toujours à cet idéal et je pense qu'il n'est pas désuet. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Mélanie Plouvier, je rappelle le titre de votre livre, L'injustice en héritage, repenser la transmission du patrimoine aux éditions La Découverte, et François-Xavier Bellamy, Les déshérités ou l'urgence de transmettre, est aujourd'hui disponible en livre de poche dans la collection J'ai lu. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar et Jeanne Agrapar, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Raymond Albouy. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La République de Weimar. Mes invités seront Jean-Paul Bled et Johan Chapoutot. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.